Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Le président américain Barack Obama a salué aux Nations Unies l'engagement de 50 pays à accueillir 360 000 réfugiés supplémentaires sur l'année à venir. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui avec une hausse des moyens de 4,5 milliards de dollars par rapport à 2015. Mais aucune précision sur la répartition entre les différents États et aucun accord global n'a été signé. Alors concrètement, que cela signifie-t-il? Quels pays sont concernés? Quelle politique mener à l'égard des réfugiés? En France, le gouvernement a présenté les grands équilibres sur lesquels il va fonder son budget. La prévision de croissance devrait s'établir à 1,5% et le déficit public fixé à 2,7% du PIB. Et pourtant, Gilles Carrez, président de la commission des finances du parti Les Républicains, dénonce une dérive des dépenses. La bataille budgétaire devient un enjeu de campagne électorale. Ce dernier budget du quinquennat est-il politique? Est-ce un grand bluff? Enfin, statu quo de la Fed, la Réserve fédérale maintient ses taux inchangés et du coup, c'est l'euphorie du côté des places boursières. Et on en parle tout de suite avec mes invités. Nicolas Bavrez est avec nous, bonjour. Bonjour. Avocat, chroniqueur au Point et au Figaro, auteur de Danser sur un volcan chez Albin Michel et également membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Vous venez de publier une étude, Refonder la défense nationale, dans laquelle vous préconisez d'ailleurs, Nicolas Bavrez, davantage de ressources même la sécurité pour nationale. La sécurité en France. Vous préconisez plus de défense nationale et sécurité en France. François Calfon, bonjour. Directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, qui est candidat à la présidentielle. Et enfin, Yves Bertoncini, bonjour. Directeur de l'Institut Notre Europe, Jacques Delors. 50 pays s'engagent à accueillir 360 000 réfugiés supplémentaires sur l'année à venir. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui, avec une hausse des moyens de 4,5 milliards de dollars par rapport à 2015. Barack Obama a salué cette initiative en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, mais aucune précision sur la répartition entre les différents États et aucun accord n'a été signé. Alors concrètement, que cela signifie-t-il? Est-ce un coup d'épée dans l'eau? Barack Obama a lu à la tribune des Nations Unies la lettre d'un petit garçon de 6 ans qui demande au président américain de ramener l'enfant syrien qui se trouvait dans une ambulance et dont la photo dramatique a fait le tour du monde. Je vous laisse regarder. Le montage est signé Farah Bouchrak. Cher président Obama, souvenez-vous du petit garçon qui a été mis dans une ambulance en Syrie? Pourriez-vous aller le chercher et l'amener à notre maison? Nous pouvons tous apprendre d'Alex. Lui n'a pas appris à être cynique, méfiant ou à avoir peur d'autres personnes en raison de leurs origines, de leurs apparences ou de leurs croyances. Nous n'avons pas à prendre Calais, à vider la jungle de Calais et à la disséminer partout en France pour que là où on avait le problème de Calais, on se trouve avec 100 ou 150 problèmes en France. Bon, je ne suis pas hostile à ce qu'on les répartisse sur le territoire national, à 2 conditions. D'abord, que ça se fasse un accord avec les maires. Il faut que ce soit de petites unités qui soient sous le contrôle des autorités de l'État, naturellement, pour éviter l'effet d'appel d'air. Nicolas Bavrez, on a vu cette communication de Barack Obama. Que signifie véritablement ce discours du président américain? Donc le chiffre, ça serait 360 000 réfugiés supplémentaires placés dans 50 pays, avec une enveloppe, donc 4,5 milliards de dollars en plus. Bon, dans les pays, il y a la France, l'Allemagne, le Canada. Est-ce que ça va se traduire par des mesures effectives? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres par rapport à la réalité. Il y avait 10 millions de personnes déplacées en 1985. Et on en a 65 millions aujourd'hui, dont 21 millions de réfugiés. Donc le problème est réel. Et 5 à peu près qui vont dans les pays développés. Donc le problème est considérable. C'est d'ailleurs le point positif. C'était la première fois que l'Assemblée générale des Nations unies mettait la question des réfugiés au cœur des débats. En soi, c'est positif. Simplement, vous voyez bien que le rapport entre les annonces qui ont été faites, il y a toujours cette espèce de levée de fonds générale aux Nations Unies avec beaucoup de promesses, mais généralement, comme le Téléthon, il y a un gros écart entre les promesses et puis la réalisation. Et puis surtout, les chiffres qui ont été annoncés, vous voyez bien que 21 millions simplement de réfugiés, 360 000, c'est vrai que l'écart est considérable. Mais c'est déjà beaucoup plus que finalement les chiffres dont on parlait auparavant. Oui, mais ce qui est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque, et je pense que c'est de ce dont on va parler, c'est qu'il manque absolument une stratégie globale. Donc, il faut s'occuper des conséquences. Les conséquences, ce sont ces flux de personnes, des flux massifs et avec des moyens de transport qui sont beaucoup plus faciles qu'auparavant. Pour la partie qui doit être accueillie, il faut évidemment travailler à leur intégration et à leur accueil. Et en même temps, il faut s'occuper, parce que les principaux pays d'accueil sont ceux qui sont notamment vers les zones de conflit. Aujourd'hui, par exemple... Les pays riches n'en accueillent que 14% des réfugiés, alors que le Liban, le Jordanie, la Turquie, l'Iran, le Kenya, l'Éthiopie, le Sur Pakistan... 22 millions de Syriens, vous avez 11
millions de réfugiés. Sur les 11 millions de réfugiés, il y en a 3 en Turquie et Liban et Jordanie sont vraiment en première ligne. Et il est clair qu'il faut aider ces pays. Et puis, il faut aussi essayer de traiter le fond des problèmes. Donc, de l'aide au développement vers l'Afrique et puis de la stabilisation pour la Syrie. Et ça, c'est quand même la mauvaise nouvelle de cette Assemblée générale des Nations unies. C'est que le premier problème aujourd'hui, qui est celui de la Syrie, on constate en réalité qu'il n'y a pas de solution parce que les partis de la guerre civile n'ont pas intérêt à arrêter cette guerre civile et que ceux qui les soutiennent à l'extérieur, premièrement, ont des intérêts qui sont divergents, poursuivent des stratégies divergentes et n'ont aucun intérêt à s'accorder. On l'a vu encore avec l'explosion de la fausse trêve. La fausse trêve, voilà. Qui a duré que quelques heures et qui s'est conclue par toute une série de frappes absolument dramatiques et scandaleuses, notamment sur le convoi humanitaire. François Calfon, c'est vrai que la France donc, fait partie de ces pays. Elle va accueillir chaque mois 400 réfugiés supplémentaires qui auraient transité par les hotspots en Grèce. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, finalement, d'accueillir 30 000 réfugiés en France? D'ailleurs, Arnaud Montebourg, que vous soutenez, a dit « la France peut faire plus ». Déjà, la France, pour répondre à l'urgence, mais je pense que l'urgence n'est qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg. La France peut faire plus sur la base du volontariat. J'entendais Alain Juppé, si on s'extrayait 2 secondes de la campagne, c'est le discours de bon sens. Ça paraît tout à fait fondamental. L'Europe veut aller au-delà du volontariat. Ensuite, on gère des flux, des nombres. Moi, honnêtement, je vois dans Paris des gens qui ne sont plus des flux ou des nombres, mais des gens, et notamment de la Corne de l'Afrique, en jugé par leur visage, qui est tout à fait reconnaissable. Vous avez des gens qui dorment sur des matelas, dans des tentes, ou même à même le sol, et qui ont des smartphones. Donc des gens qui ont des niveaux d'éducation relativement élevés. Et le phénomène, c'est que le VIH planétaire prend corps à travers Internet, à travers une promesse qui ne connaît pas les frontières. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, sur les aspects finalement de fond qui sous-tendent cela. Les conflits, ça a été dit par Nicolas Bavrez excellemment, donc je n'y reviens pas. Et le contrôle des flux, il est fait, parce que vous voyez, par exemple, en Turquie, il y a une négociation entre la Turquie et l'Allemagne sur les visas. À partir du moment où, finalement, M. Erdogan discute avec Mme Merkel et obtient les visas qu'il veut pour ses ressortissants, il contrôle les réfugiés. Donc pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils les obtiennent d'ailleurs. Ben oui, mais il a réussi à tarir le flux. Je peux vous dire qu'avant, c'était des dizaines de milliers sur les îles grecques. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Donc, c'est aussi un problème politique. Je termine par un point qui me paraît essentiel. Et puisqu'on est sur France 24, qui est une chaîne notamment africaine, vous avez une montée en puissance à la fois finalement du niveau, mais on ne tarit pas la démographie. Vous ne pouvez pas rester dans des pays subsahariens où vous avez une polygamie installée et vous avez peu de mortalité infantile, où chaque père va finalement susciter plus de 10 à 15 enfants dans certains pays. Le contrôle de la natalité est un enjeu absolument fondamental, sans quoi... Donc il faut être malthusien. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. Vous ne pouvez pas avoir une montée du niveau, une baisse de la mortalité infantile, et une démographie qui continue à être scalée. Et en attendant, on a quand même tous ces réfugiés à nos portes. Yves Bertoncini, Bernard Cazeneuve lui dit que la France se mobilise pour soutenir le fameux Frontex, cette agence européenne de contrôle des frontières. Et bon, il y a une suspension de fait des accords de Schengen. Aujourd'hui, même Angela Merkel revient un petit peu sur sa politique parce qu'elle se rend compte qu'elle est incomprise par les Allemands. Comment l'Europe peut-elle avancer ? D'abord, effectivement, il faut le rappeler, en agissant à la source, régler les conflits, aussi être solidaire avec les pays qui accueillent les réfugiés et qui ne sont pas les pays européens, ni même les pays occidentaux. L'Europe donc agir dans ces pays, agir en Jordanie. Elle a pris le temps de le faire. Et si on parle de chiffres, c'est 300 milliards d'euros qui ont été mis sur la table dans l'accord avec la Turquie, plus 300 autres si nécessaire. C'était pas la seule contrepartie. Il n'y avait pas que l'éventuelle c'est un bon accord avec la Turquie, des visas. Malgré les contreparties. C'est 2 fois 3 milliards, pas 2 fois 300. Ce qui est certain, 3 milliards d'euros, excusez-moi. 3 milliards. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est sur un seul pays, 3 plus 3, et donc c'est une somme très importante. Ce qui veut dire que ça a permis à la Turquie, ça lui a donné une incitation. C'est un pays qui recevait déjà 2,7, 2,8, presque 3 millions, comme l'a dit Nicolas Bavrez, de réfugiés, d'avoir un intérêt à les garder sur son sol, les garder dignement sur son sol. Elle exige des contreparties également, la Turquie. Non, mais c'est ce que souhaitent les demandeurs d'asile et les réfugiés souvent. Ils sont déplacés dans leur pays, ils vont aux alentours de leur pays.
Et puis, quand ils n'ont plus d'autre choix, et il y a eu une défaillance de la communauté internationale, quand le programme alimentaire mondial n'a plus d'argent pour les fixer, les nourrir tout simplement en Turquie, en Jordanie, au Liban, eh bien, ils tentent l'aventure, surtout s'il y a un appel qui leur est fait depuis l'Allemagne. Donc, il faut agir en direction de ces pays, il faut agir à la frontière, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, parce que le débat, c'est qu'il y a... Frontex, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Parce que tout le monde parle de Frontex. Des demandeurs d'asile et puis des migrants économiques qui peuvent venir en Europe, mais par des voies légales, pas par des voies clandestines. Le corps européen de garde-frontières qui va être mis sur les rails, oui, ça va fonctionner. Jean-Claude Juncker, il y a déjà des hotspots. Jean-Claude Juncker a annoncé l'envoi de policiers en Bulgarie, de garde-frontières. Donc il y a de l'exécution autour de ces grandes annonces. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il y avait un déficit de confiance. Pourquoi? Parce que des pays comme la Grèce ou l'Italie, qui étaient essentiellement des pays de transit, étaient accusés de laisser passer. Et effectivement, les réfugiés ne voulaient pas rester en Grèce, ils voulaient aller en Allemagne ou en Suède. Ils ne veulent pas nécessairement non plus aller en France, hein, je le signale au passage. Alors, pour terminer, quand on est simplement sur nos territoires avec des demandeurs d'asile qui sont là, les mécanismes de répartition sont quand même utile parce que ça permet d'alléger la charge des pays qui sont débordés. Justement, Nicolas Bavrez, ces mécanismes de répartition, on voit bien qu'un certain nombre de pays européens n'en veulent pas. On n'a qu'à regarder Viktor Orban en Hongrie qui veut mettre en place un référendum. Toute l'Europe orientale ne le souhaite pas. Pour l'instant, il faut quand même être clair. Hein. Donc comment peut-on faire avec une Europe aussi divisée pour agir? Voilà, donc non seulement la crise des migrants, elle n'est pas réglée pour l'instant depuis le coup d'État manqué en Turquie. De nouveau, Erdogan a relâché les vannes. Donc on a quand même 1000 personnes qui arrivent en Grèce de nouveau chaque jour. On en a 800 000 qui sont en Libye, prêts à tenter l'expérience, alors même qu'on a plusieurs milliers de personnes qui sont mortes noyées depuis le début de l'année. Et par ailleurs, il n'y a toujours pas de contrôle effectif des frontières extérieures de la zone euro. Donc la seule chose qui fonctionne effectivement, c'est quelque chose qui est par ailleurs problématique, c'est les murs qui ont été mis en place. Et les accords de relocalisation ne fonctionnent pas. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc il est bien clair que pour l'instant, les migrants, et c'est ce qu'on a commencé à voir, cette crise, c'est une arme de destruction massive contre la démocratie, parce que ça nous fabrique de l'extrême droite partout. Contre la démocratie, ce sera le mot de la fin. Et contre l'Union européenne. Et contre l'Union européenne. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous.